Bonjour. Merci bien à Alain Renaudin pour l'invitation, pour la présentation. Donc moi, je m'appelle Thomas Stenman. Je travaille à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte à Tours, donc à 1 heure de TGV d'ici. Et je vais vous parler de ce qu'on fait sur les insectes et les insectes comme source d'inspiration pour le biomimétisme. Alors, nous, on étudie les insectes et les insectes, c'est une bonne source de bio-inspiration. Déjà parce qu'ils sont très nombreux. Il y a des millions d'espèces d'insectes. Ils sont capables, comme vous le connaissez, sûrement de prouesses extraordinaires. Ils volent, ils nagent, ils marchent sur l'eau, ils marchent au plafond, ils marchent à l'envers. Ils ont des cols spéciales. On a vu quelques exemples dernièrement. Et ils nagent aussi, enfin, je l'ai dit déjà, puis ils ressentent leur environnement avec une extraordinaire aisance qui est conférée par des millions d'années d'évolution. Ils possèdent des structures, des fonctions assez surprenantes que les ingénieurs leur envient. Et on a vu des exemples, si vous êtes baladé un peu dans le hall, de réalisation d'ingénieurs bio-inspirés. Alors, à l'heure actuelle, l'un des plus grands défis de l'ingénierie, c'est la miniaturisation. Et au cours de leur évolution, les insectes, qu'on peut nommer comme des systèmes micro-mécaniques miniatures, en fait, un peu vivants, ils ont eu à résoudre de nombreux problèmes liés à leur petite taille. Si on regarde ici, là, ce que j'ai mis sur la droite, c'est 3 espèces de diptères, il en existe des milliers, et ils possèdent tous, c'est des diptères, donc c'est des insectes qui ont 2 ailes, ils possèdent tous un outillage sensoriel et locomoteur miniature incroyable. Ça leur permet d'éviter des obstacles, de faire de l'atterrissage précis, faire du vol stationnaire ou aussi de la poursuite en plein vol. Donc c'est ce genre de prouesses dont sont capables les insectes qui sont conférés par beaucoup d'organes et en l'occurrence ici par des yeux qui sont mimés par des ingénieurs et on l'a vu dernièrement. Là c'est la couverture de Science Robotics, donc un prestigieux journal. Et une équipe hongkongaise a proposé un œil composé biomimétique qui reprenait un peu le concept des yeux de papillons ou de libellules ou de lépidoptères, ou de diptères. Et donc qui permettait d'avoir une détection avec un système donc binoculaire, stéréoscopique, de voir très très bien sur les côtés, faire des détections de mouvements et avoir une vision très précise de positionnement au centre. Ça, ce mimétisme des capacités à ressentir leur environnement des insectes, c'est fait en France par des équipes historiquement à Marseille de Nicolas Franceschini ou Stéphane Violet, qui travaillent justement sur le traitement local et décentralisé de l'information en mimant des yeux de mouche depuis les années 90. Et du coup, en France, on a des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Et le déplacement des insectes, et notamment des diptères et d'autres insectes, a ici été copié depuis des années, depuis en fait le début des années 2000, où on a compris en fait l'aspect instationnaire, le rôle du battement des ailes d'insectes. Parce que les insectes, eux, ils volent en battant des ailes. Et du coup, on a vu donc des équipes sortir des drones, créer des drones de différentes tailles, depuis des tout petits de quelques centimètres jusqu'à des plus grands de quelques millimètres jusqu'à des plus grands de quelques centimètres. Outre leur capacité à ressentir leur environnement et à se déplacer, les insectes, c'est aussi des arthropodes, donc ils sont constitués d'un exosquelette, donc d'une surface qui les protège de la chaleur, des attaques extérieures, mais qui ont aussi des capacités, des propriétés fonctionnelles qui leur permettent, par exemple, comme le scarabée de Namibie, mais qui est très connu et montré en exemple ici, je l'ai vu quelques fois, qui permet de récupérer la moindre goutte d'humidité dans le désert. Et ceci grâce à un astucieux mélange de surfaces, de patterns, de motifs hydrophobes et hydrophiles sur sa cuticule. Et c'est ce que les ingénieurs ont reproduit, on peut le voir à côté, donc ces espèces de surfaces patternées avec des parties très hydrophiles et d'autres parties plus hydrophobes. D'autres insectes font, comme on l'a entendu dernièrement, du biofouling, ou ont des surfaces qu'on dit super hydrophobes, qui leur permet d'avoir du non-mouillage, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une très faible adhésion en surface grâce à un pattern micrométrique assez particulier, et ça va permettre, quand la moindre goutte d'eau va arriver, d'emporter bactéries ou n'importe quel virus aussi sur la membrane.
Donc c'est encore une fois des ingénieurs là dans le biomédical qui peuvent fabriquer des surfaces fonctionnelles comme ça, qui leur permettent d'être biocompatibles et surtout d'être très utiles pour la chirurgie. Là maintenant je commence à vous parler de ce qu'on fait, hein, après ces quelques présentations. Et dans mon labo, on travaille un peu sur la locomotion des insectes à la surface de l'eau. Et on peut essayer de trouver des applications à ce qu'on fait, en tout cas pour améliorer les robots qui marchent sur l'eau. Alors je vais commencer par vous montrer une petite vidéo, là, vous voyez, c'est pas très grand. Là, c'est quelqu'un qui travaille, voilà, on va arriver au CNRS et qui galère à attraper des insectes à la surface de l'eau. Vous connaissez sûrement ces insectes-là, on appelle ça des araignées d'eau, mais ce n'est pas des araignées, c'est des insectes, donc c'est des petits hémiptères, c'est des petites punaises aquatiques. Donc quand on arrive à les attraper, on les ramène au laboratoire et on les met dans des petits bacs d'eau, puis on essaye de filmer leur propulsion. Là, c'est une propulsion d'un insecte filmée à 2000 images par seconde et ralentie. Et on essaie de s'intéresser à ce qui se passe, à ce que leurs pattes ils font sur l'eau. En fait, ces insectes-là, ils percent jamais la surface de l'eau. Ils utilisent l'eau comme un trampoline. Ils vont pousser la surface, et la surface de l'eau, grâce à la tension de surface, elle va se comporter comme un élastique. Et l'insecte va pousser cette surface de l'eau. Donc on développe, nous, des techniques qui permettent de déterminer la topographie de la surface. Hop, je remets à l'envers, ça repart. Ouais. La topographie de la surface quand l'insecte bouge. Et donc ça nous permet de déterminer les forces que l'insecte injecte à la surface. Et on a aussi d'autres, je vais vous montrer après, systèmes qui permettent de mesurer aussi l'écoulement sous la surface. Donc de mesurer la quantité d'énergie ou de force que l'insecte a transférée sous la surface. Et ça, il y arrive, l'insecte, à se tenir à la surface de l'eau grâce à l'hydrophobicité structurelle de ses pattes. Si on zoome sur les pattes, là, on voit qu'il y a des micro-poils qui font des nanosillons qui augmentent en fait la rugosité de la patte et qui lui confèrent des propriétés hyper hydrophobes. Donc pour ceux qui travaillent peut-être dans le domaine, on parle d'angles de contact. Là, c'est des angles de contact de 170. Donc c'est vraiment très très grand. Et du coup, on a trouvé des moyens pour reproduire ces pattes-là et reproduire la superhydrophobicité sur des tiges en métal. Et donc, on utilise des tiges en métal là, pour reproduire avec des systèmes de mouvement très précis, pour reproduire différentes profondeurs de mouvement des pattes et différentes vitesses. Donc, pour faire des simulations, enfin des mécaniques et aussi des simulations ici numériques. Donc, j'ai mis une équation, mais c'est pas très important à comprendre. On va simuler la mécanique des fluides, c'est-à-dire ce qui se passe dans le fluide quand l'insecte va pousser la surface, pour essayer de déterminer à quel moment ça produit une vague. Est-ce que la surface elle peut résister à une certaine force? Et aussi comprendre quelle part d'énergie l'insecte il a transmis à la surface de l'eau, quelle part il a transmis dans le liquide. Et donc, ça nous permet d'étudier le mécanisme de propulsion. Donc ici, là, je vous montre, c'est quelque chose, ça va tourner en boucle. Ici, c'est une coupe de l'écoulement créé lors du mouvement de la patte. On voit que la patte, elle va, comment dire, bouger l'interface et changer sa symétrie. Et il va y avoir une résultante, une force, un peu comme si on sautait sur un trampoline. On a poussé, et c'est parce qu'on a utilisé l'élasticité du trampoline qu'on part dans l'autre sens. Et on fait des simulations où on arrive à matcher simulation et mesure pour déterminer le modèle de transmission de force de l'insecte. Alors je ne vais pas aller dans les détails, hein, il y a plusieurs forces que l'insecte va utiliser, mais en gros ça nous permet de déterminer de faire des graphes où on représente la vitesse, la dépression dans l'eau aussi, et pour avoir des clés pour optimiser les robots semi-aquatiques. On va leur dire, il ne faut pas qu'ils fassent telle masse, il faut qu'il soit plus petit, il faut qu'il ait des pattes de telle longueur, il ne faut pas qu'elle bouge plus vite que ça, autrement vous allez percer l'interface. Alors ça, c'était pour les gérisses, qui sont des animaux qui vivent sur des lacs assez calmes. Hein. Dès qu'il pleut, ils ne sont plus là, ils se cachent. Et d'autres animaux, d'autres petits insectes, ont colonisé les torrents et les eaux vives. Hop, je vais peut-être relancer si j'y arrive. Non, si voilà. Voilà, ici. Donc des eaux beaucoup plus vives, et donc où il y a beaucoup plus de vaguelettes, de choses qui peuvent empêcher un animal comme le géris de faire une bonne propulsion, parce qu'il va se retrouver à mettre ses pattes sous l'eau et à être coincé. Et pour en fait coloniser ces milieux naturels, comme les eaux vives, ces insectes-là qu'on trouve plus dans les pays tropicaux, au Vietnam notamment, ils ont une innovation assez géniale, qui est, si vous regardez ici, quelque chose qui s'ouvre en 10 millisecondes, qui est un éventail ou une rame repliable.
Donc on travaille avec une équipe de généticiens de Lyon qui ont codé, qui ont tous les gènes qui codent exactement pour cet éventail. Ils arrivent même à les éteindre et avoir des individus sans les éventails et qui galèrent vraiment à se déplacer. Donc on peut prouver le rôle fonctionnel de cet éventail-là pour cet insecte-là. Nous, on veut comprendre un peu plus le rôle fonctionnel de cet éventail-là. Donc on l'a scanné, on a regardé les caractéristiques et on utilise des impressions tridimensionnelles 3D pour faire des mesures des écoulements autour de cet éventail-là et comprendre comment une structure poreuse peut permettre quand même de pousser. Hein. On voit, nous, les rames qu'on utilise, elles sont pleines, hein, elles ne sont pas poreuses. Et en fait, à ces échelles-là, toutes petites, on peut voir que la porosité, il y a un effet de viscosité qui fait que la porosité, elle n'est pas très importante. Au contraire, l'insecte, avec une structure comme ça, il n'a pas besoin de sortir beaucoup de matière pour avoir quelque chose qui pousse. Et donc, c'est pareil. En utilisant mesure et simulation numérique, on peut le voir ici, là une mesure, on crée un écoulement autour de l'éventail et on va regarder les champs de vitesse, hein, l'écoulement ici, ça représente les flèches représentent l'écoulement des particules. On peut voir derrière qu'il se crée quelque chose comme une cellule de recirculation qu'on peut revoir aussi aux simulations et aller même dans les simulations regarder ce qui se passe exactement, comment l'eau va s'écouler à l'intérieur. Ça nous permet de comprendre à quel moment, quelle est la structure optimale pour faire une rame pliable et poreuse ultra légère et peut-être un jour ou l'autre pouvoir peut-être avoir des petits robots avec ces rames pliables. Alors j'ai remarqué derrière nous il y a des photos de libellules et tout le monde sait que c'est un prédateur assez phénoménal. Hein. C'est un prédateur exceptionnel, on le sait. Alors la libellule adulte, mais peut-être vous connaissez moins la libellule, la larve de libellule qui vit dans l'eau, qui vit toute une partie de l'année dans l'eau. Et elle, c'est alien, quoi, la larve. Elle a une mâchoire portée sur catapulte, qui peut être projetée à 5G. 5G, c'est vraiment une grande force. Et du coup, on travaille avec des chercheurs allemands qui ont scanné différentes larves de libellules de différents stades. Et du coup, on a repris leur scan, on s'intéresse nous aussi beaucoup à ça, et on a décidé d'imprimer en 3D ces larves, enfin ces masques labiaux, on appelle ça masque labial. C'est sous la, donc vraiment, vous voyez ici, hein, c'est sous la tête, une mâchoire qui s'étend, comme ça. Et donc, on a un scan, donc on a le fichier tridimensionnel, on est capable de faire des simulations de l'écoulement, un peu comme on ferait sur un avion ou une voiture, pour regarder ce qui se passe, et aussi de faire des mesures pour valider ces écoulements-là, pour déterminer les forces qui s'appliquent dessus. Quand l'animal pousse, il a quand même besoin d'une certaine énergie assez grande pour pousser, parce qu'il est dans l'eau. Il faut voir que quand on pousse dans l'eau à cette vitesse-là, il y a ce qu'on appelle l'inertie de l'eau, hein, c'est-à-dire la masse ajoutée qu'il faut pousser. Il faut accélérer à 5G, un grand volume d'eau. Donc c'est des simulations qu'on fait et des mesures. Et on s'est rendu compte, déjà on a pu mesurer les forces qu'il fallait, mais après on s'est rendu compte de quelque chose d'autre, d'un mécanisme de piégeage hydrodynamique. En fait, quand le masque il est envoyé, il se crée un phénomène de tourbillon à l'intérieur ici, qui va venir piéger les daphnies ou n'importe quel petit micro-organisme que l'insecte veut manger. Et du coup, ça, on l'a remesuré ici. Ça, c'est une mesure d'imagerie, de vélocimétrie par imagerie de particules, où on peut voir, là, c'est l'insecte qui bouge, donc il y a une espèce de mouvement d'avancée et de rotation. Et on peut voir ici ce tourbillon qui va venir coincer les particules dans un endroit où ici, à cet endroit-là, chez l'insecte, il y a une espèce de qu'on appelle ça une basket, mais un panier avec des poils qui viendront coincer les micro-organismes. Parce que vous avez peut-être déjà essayé dans la baignoire ou n'importe où d'essayer d'attraper quelque chose qui flotte, on pousse comme ça, puis on essaie d'attraper et ça pousse tout le temps. Et bien là, c'est un phénomène assez rigolo qui est lié au mouvement, au type de mouvement, et aussi à la forme, hein, à l'aérodynamisme ou l'hydrodynamisme de cette structure. Nos collègues allemands, c'est des biomiméticiens aussi, et ils ont déjà fait un système de catapulte qui était basé sur la catapulte de l'insecte, et du coup on pourrait imaginer y adjoindre vraiment quelque chose imprimé comme ça pour faire en fait un système pour attraper des choses sans les pousser, quoi.
Alors maintenant, je vais passer, c'est un peu un portfolio que je fais, je vais passer comment dire, aux autres sens des insectes. Avant de finir sur un dernier sens, je vais passer à l'olfaction. Et on s'inspire des insectes pour détecter, j'ai même vu un poster pour pouvoir détecter ou améliorer des détecteurs d'explosifs. Alors il y a des insectes qui sont des papillons de nuit, vous en avez peut-être déjà vu, les satyrnidés. C'est toute une famille qui a des antennes ici. Enfin, je n'ai pas dit, mais chez les insectes, les antennes, c'est un peu le nez. Ils n'ont pas de nez, mais en tout cas, ils ont des antennes sur lesquelles il y a normalement des pores qui permettent de capter des molécules et d'activer des neurones sensoriels. Chez certaines espèces, pour pouvoir sentir beaucoup moins de molécules, ils ont augmenté leur nombre de sensi. Qu'on peut voir ici, ça c'est des sensi, ici. Et en fait, pour augmenter ce nombre, ils ont en fait eu des antennes dipectinées ramifiées. Il y a un flagelle central et des ramifications qui permettent d'augmenter le nombre de sensi, et donc d'avoir des milliers de sensi. On a étudié la forme de ces antennes, et les formes des différents niveaux, le nombre de ramifications et la position des sensi, pour faire des mesures et des simulations des écoulements autour de ces systèmes sensoriels. Donc encore une fois, mesures en laboratoire et après simulation sur ordinateur, pour caractériser la capture de molécules par les différents niveaux. C'est-à-dire qu'après on est capable de faire un modèle mathématique, numérique, dans lequel on va mettre des molécules, et on va changer les formes, et on va pouvoir dire cette forme-là, elle a l'air d'être optimisée pour capter plus de molécules qu'une autre à différentes vitesses. Et on peut faire ça à différents niveaux en essayant de les adjoindre. Je ne vais pas aller trop dans les détails là-dessus. Et c'est pareil, ça peut être utilisé pour améliorer les senseurs biomimétiques. J'ai vu dernièrement une étude où des gens avaient carrément pris une antenne de papillon et l'avaient mis dans un drone, là, ils l'ont découpé et ils ont mis un système d'électrophysiologie dessus pour pouvoir... je ne sais pas si ça marche vraiment, mais ça avait l'air assez original. Il y a d'autres insectes qui peuvent sentir très bien en utilisant de l'olfaction active, un peu comme nous. Ça, c'est la thèse de Nicolas Clavry, qui est juste là, ici. Et du coup, je vais parler pour lui. Mais nous, on peut sentir en respirant, en inspirant avec le nez, les mammifères. Et les insectes, ils ne peuvent pas. On l'a vu tout à l'heure, peut-être, si vous avez suivi comment respirent les insectes. Là. Et en fait, pour sentir mieux, Nicolas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis, pour regarder comment cet insecte pouvait optimiser sa sensation et utiliser l'olfaction active pour sentir mieux, il a soumis des petits bourdons à différentes odeurs. Quand ils aimaient bien les odeurs, ils commençaient à battre leurs antennes à une certaine fréquence. En fait, ils font ça sûrement pour augmenter en fait, leur volume d'échantillonnage dans leur environnement. Et donc, pour essayer de tester ces hypothèses-là, on a créé un petit robot, et donc qui est simplement une fausse antenne, un peu plus grande que celle de Bourdon, mais c'était similaire, et qui bougeait dans un écoulement. Alors après, on est capable de faire des mesures en plaçant tout sur un système de rails, de mesurer, de faire venir des molécules, là on voit des particules qui arrivent, et de mesurer le nombre de... Enfin, pas de mesurer, en tout cas là on est capable de mesurer l'écoulement, et après de faire des simulations pour simuler à différentes fréquences de battement des antennes et à différentes vitesses, simuler l'amélioration de la capture par ce mouvement, actif. Et donc c'était une thèse qu'a fait Nicolas avec le CA et qui a permis d'améliorer un nez artificiel dans un capteur d'explosifs. Et enfin, je vais finir par des choses où il y a un poster aussi sur ça qu'on étudie depuis très longtemps dans le laboratoire. C'est des senseurs d'air ultra performants. Alors, je vais remettre depuis le début. Là, vous allez voir ici. Ici, vous voyez, il y a un petit grillon. Et là, on est sur le terrain. On fait arriver un piston, donc quelque chose comme un prédateur qui arriverait pour lui sauter dessus. Un peu comme si vous essayez d'attraper une mouche en plein vol. Et là, vous allez voir sur le côté, là, le grillon, il n'utilise ni ses antennes, ni ses yeux pour percevoir l'arrivée du prédateur. Il utilise, en fait, ce qu'il a à l'arrière de l'abdomen, ici. C'est deux cercles sur lesquels il y a des poils sensoriels et des centaines de poils sensoriels comme ça, qui sont tous dans des petites chaussettes, ici, et qui vont
mesurer le moindre mouvement d'air. C'est un des senseurs les plus sensibles du monde animal. Normalement, il envoie un potentiel d'action. Hein, c'est des chercheurs japonais qui ont déterminé ça dans les années 80, avec l'énergie d'un dixième d'un photon. Donc c'est plus performant que n'importe quel œil. Donc on a caractérisé la performance aussi de ces senseurs-là. On a mesuré la fréquence de résonance, la façon dont ça bougeait dans certains écoulements. Et surtout, on a travaillé depuis des années avec des chercheurs et des ingénieurs hollandais qui, eux, ont fabriqué, grâce à la technologie micro-mechanical system, des poils sensoriels biomimétiques, et donc qui sont en fait des espèces de tiges de plastique, de SU8, ça s'appelle, mises sur un système de mesure de conductance. Et là où c'est biomimétique, c'est que c'est un poil qui ressemble à un poil de grillon. Ça émet un potentiel, un signal, et c'est surtout qu'en regardant le grillon, on se pose la question de la mise en réseau de ces poils-là. Parce que le grillon, il a des poils hypersensibles, mais c'est parce qu'il en a plein qui sont, après, c'est le wiring, enfin comment dire, le circuitage à l'intérieur du grillon qui lui permet de trouver une information pertinente. Voilà, j'ai terminé là. Moi, j'explique juste mon parcours, juste pour terminer. Moi, je suis un ingénieur, au départ, un ingénieur en physique appliquée, instrumentation. Et je suis arrivé dans un laboratoire de biologie de l'insecte. Et je vois ici, on a beaucoup d'ingénieurs, on a aussi des biologistes. Et pour un ingénieur, quand on voit une structure ou n'importe quoi, quand on essaie de la mimer, on se dit bon bah c'est optimal, quoi, c'est génial, ça doit être optimal. Là, moi j'ai entendu dire la nature c'est 3,5 milliards d'années de R&D. C'est vrai. Après il faut juste là j'ai trouvé c'est un article d'un chercheur très intéressant qui s'appelle Sanjay Sain, que je reprends ici pour lui laisser le crédit. Il explique quand même que les ingénieurs ils devraient aussi apprendre un peu le langage de la biologie évolutive et comparative. C'est-à-dire que tout le monde le sait, je pense, mais les formes et les fonctions, enfin pas les fonctions, mais les formes qu'ont les individus, les espèces, elles ne peuvent qu'évoluer qu'en modifiant les formes plus anciennes, en fonction des pressions de sélection actuelle. Après, quand la pression de sélection elle disparaît, quand il n'y a plus rien, il reste la forme. Et du coup, on a des choses qui sont un peu des vestiges, un peu comme l'appendice chez l'homme, ou alors la présence d'ailes chez des oiseaux qui ne volent plus. Et on a aussi tendance à considérer un peu trop des fois les animaux comme des organismes monofonctionnels. C'est des organismes multifonctionnels. Et contrairement à souvent des applications humaines, industrielles, qui sont souvent monofonctionnelles. Et on a l'exemple ici de beaucoup de gens qui s'intéressent en ce moment à la flexibilité, au rôle de la flexibilité chez les ailes d'insectes. Et quand on regarde une aile d'insecte, on voit qu'elle est flexible et on se rend compte quand on met des modèles mathématiques ou quand on fait des expériences que la flexibilité augmente la portance chez les insectes. Donc c'est une propriété hyper intéressante. Sauf que la flexibilité, ça pourrait aussi être une propriété émergente du fait que l'insecte, lui, il a besoin de sortir d'un cocon. Au départ, ici, pour un lépidoptère comme ça, il sort d'une pupe et pour ne pas casser son aile, il faut qu'elle soit flexible. Donc, faire attention à la fonctionnalité en fait, des choses. Et enfin, quand même, ce qui est génial, c'est que l'ingénierie, les connaissances ancestrales, même humaines, qui sont complètement des inventions, peuvent aider à la compréhension de la biologie. J'ai représenté ici un système d'engrenage. Donc, a priori, je regardais sur Wikipédia, les plus vieux engrenages, il y a 2500 ans, dynastie Han, et on a tous connaissance, un peu, même ingénierie, innée de comment fonctionne un engrenage. Et c'est bien grâce à cette connaissance-là que des chercheurs en 2013, quand ils ont découvert qu'il y avait des systèmes d'engrenage chez les insectes qui leur permettaient d'emmagasiner de l'énergie et de la relâcher d'un seul coup de manière synchronisée entre les pattes pour sauter, c'est bien parce qu'ils connaissaient l'existence préalable des engrenages qu'ils ont compris à quoi ça servait chez les insectes. Voilà, je vous remercie.